Bonjour Elise Buckle. Bonjour. Donc clap de fin pour la COP27, un sommet sur le climat égyptien qui se conclut sur un bilan que beaucoup jugent contrasté. Comme à Glasgow, des avancées ont été réalisées, mais beaucoup regrettent déjà un manque d'engagement fort. C'est le cas notamment du secrétaire général de l'ONU qui regrette que des mesures plus fortes sur la réduction des émissions n'aient pas été adoptées. Alors revenons sur ce point. Pour commencer, l'Union européenne se dit également déçue. Alors le texte final réaffirme les objectifs des accords de Paris, mais il ne relève pas ces mêmes objectifs de maîtrise du réchauffement climatique. Est-ce que selon vous, comme on l'entend, c'est une occasion manquée aujourd'hui, et comment expliquer l'impasse qui a semblé dominer les derniers jours et les dernières heures de ce sommet? Oui, alors clairement, il y a un manque d'ambition sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, puisqu'il faudrait réduire les émissions globales d'au moins 45% d'ici à 2030 pour avoir une chance d'arriver à la neutralité carbone d'ici à 2050. Et il y a eu clairement un blocage des pays les plus gros émetteurs, mais pas seulement les États-Unis et la Chine, aussi les pays émergents comme le Brésil et l'Inde. Il y a eu quand même un dialogue qui a redémarré entre la Chine et les États-Unis, mais ça n'a pas suffi à débloquer ce volet-là, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui est absolument essentiel si on veut rester en dessous des 1,5 degrés comme le recommande la science. Et il y a eu aussi effectivement une influence quand même assez forte des lobbies de l'industrie pétrolière, puisqu'il y avait une proposition qui a d'ailleurs été avancée par l'Inde pour demander la sortie des énergies fossiles, hein, pas seulement du charbon, mais aussi pétrole et gaz. Et cette proposition-là, elle a malheureusement été balayée de la main. Alors, des avancées malgré tout. La principale, c'est sur ce mécanisme dit de perte et dommages. Alors, pour faire simple, les pays participants se sont mis d'accord sur le principe de compensation financière pour les pays pauvres victimes du dérèglement du climat. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui à ce niveau-là de percée historique avec cet accord de la COP27? Oui, alors effectivement, il s'agit d'une percée historique. Ce sujet des pertes et dommages, il a toujours été laissé, on va dire, à la fin de l'ordre du jour. Et là, avec la pression des pays du Sud, des pays africains et bien sûr la présidence égyptienne, ce sujet des pertes et dommages, il a été inscrit vraiment en haut de l'ordre du jour, hein, dès le début de la COP 27. Donc ça, on peut dire quand même que c'est une percée historique puisque ça fait quand même 30 ans que les pays les plus vulnérables se battent pour qu'il y ait un fonds de dédommagement pour les pertes et dommages. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Il y a déjà beaucoup d'argent qui a été mis sur la table. Maintenant, il faut voir quels seront les mécanismes de financement innovants qui vont permettre d'alimenter ce fonds à long terme, puisque malheureusement, on sait que les impacts du changement climatique vont coûter de plus en plus cher dans les prochaines années. Alors un autre sujet qui brille cette fois-ci par son absence dans ce texte qui a été présenté à l'issue du sommet, c'est celui de la sortie des énergies fossiles. Vous avez commencé à l'évoquer d'ailleurs. Le texte ne l'évoque pas vraiment. Cette sortie appelle simplement à accélérer le développement du renouvelable. On est aujourd'hui face à un constat qu'on est dans un horizon indépassable avec ces énergies fossiles aujourd'hui. Alors effectivement, cette COP27, elle allait de toute façon être quand même assez compliquée dans le contexte géopolitique actuel, puisqu'on sait qu'il y a une crise énergétique liée à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui n'a pas en fait mené à un désinvestissement des énergies fossiles, au contraire, puisque certains pays importateurs qui comptaient avant sur la Russie se sont tournés vers d'autres producteurs ou ont développé ces énergies-là chez eux par perte de pénurie. Donc c'est vrai que ça allait de toute façon être une COP compliquée sur le sujet de l'énergie. Maintenant, c'est vrai qu'il y a... Alors, en fait, le texte qui a été adopté, c'est le même que l'an passé à Glasgow, c'est-à-dire qu'il y a quand même un élément sur la sortie du charbon, qui est l'énergie clairement la plus polluante, mais il n'y a pas de progrès sur les autres sources d'énergie qui sont le gaz et le pétrole. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire quand même, c'est que c'est un problème systémique, c'est-à-dire qu'on est, de par nos modes de vie et notre système, on est tous quand même très dépendants de ces énergies, et nous aussi en tant qu'individus. Et il faudrait vraiment repenser aussi le système de taxation de l'énergie, qui est un sujet quand même très sensible, puisque ce sont pas seulement les pays les plus riches, mais aussi les personnes les plus riches qui consomment le plus d'énergie fossile en se déplaçant en voiture ou en avion. C'est clair que les populations les plus pauvres au Bangladesh n'ont pas l'occasion, le luxe de se payer ces énergies-là. Donc il y a vraiment un besoin de repenser la redistribution des richesses au niveau mondial et pas seulement entre pays, aussi au sein des pays,
pour qu'il y ait une taxation des profits de ces compagnies pétrolières et gazières qui font beaucoup de profits, une redistribution de cet argent vers les plus pauvres pour les aider avec les impacts du changement climatique, mais aussi un accès aux énergies propres. Et puis, il me semble qu'on ne pourra pas se passer d'un changement de comportement, un changement de consommation. Et c'est là où c'est difficile, puisqu'on voit que les personnalités politiques comme Macron, qui ont essayé de s'attaquer à ce sujet-là, notamment du prix de l'essence, se sont vite heurtés à une réaction populaire très forte. Et donc ça, c'est aussi un problème de changement des mentalités où il me semble que c'est à tout le monde aussi de prendre sur soi pour changer et pour essayer de comprendre que c'est notre intérêt à tous, en tant qu'être humain, de diminuer notre consommation d'énergie fossile, ou si on utilise ces énergies fossiles, au moins d'en payer le vrai prix. Et alors, ce sera ma dernière question. Les critiques pleuvent également sur la présidence égyptienne de ce sommet, et notamment son président Sameh Choukri, accusé par certains de manque de transparence, de manque d'ambition. Vous vous êtes rendu personnellement à cette COP. Comment jugez-vous l'organisation et le leadership égyptien dans ce sommet climatique? Alors moi, j'ai un avis plus nuancé. C'est vrai que la présidence, c'est toujours la cible un petit peu facile. J'ai travaillé moi-même au sein d'une présidence quand c'était Fidji qui avait la présidence. L'Égypte, ça reste quand même un pays relativement petit, en voie de développement. Enfin, en tout cas, c'est pas les États-Unis ou l'Europe. Et donc, moi, mon avis personnel, c'est que je pense qu'on devrait tout de même remercier l'Égypte et les Égyptiens d'avoir accueilli cette COP dans un contexte géopolitique très tendu, d'avoir en 11 mois créé les infrastructures pour accueillir une des plus grandes COP de l'histoire. Moi, j'ai fait beaucoup de COP, j'ai jamais vu une COP aussi grande. Et moi, ce qui m'a touchée, c'est quand même l'hospitalité du peuple égyptien. Donc, je pense qu'on devrait quand même les remercier pour cette hospitalité. Ensuite, dans l'équipe de la présidence, moi, j'y étais beaucoup en tant que cofondatrice de cette initiative She Changes Climate qui soutient le leadership des femmes. Donc, on a beaucoup soutenu ces femmes ministres égyptiennes qui ont fait beaucoup, qui ont été peut-être moins dans la lumière que monsieur le ministre Choukri, mais notamment Yasmine Fouad, ministre de l'Environnement, aussi Madame Rania, ministre de la Coopération internationale. Plusieurs femmes égyptiennes ministres ont fait un travail absolument incroyable sur les partenariats de mise en œuvre de l'action climatique. Et ça, je crois qu'il faut quand même le saluer. J'ai été impressionnée par leur force de conviction et leur détermination à agir pour le climat. Et on vous remercie, nous, d'avoir répondu aux questions de médias aujourd'hui et de nous avoir décrypté les enjeux de ce sommet tout au long de cette COP. Merci encore, Elise Beukel, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, à bientôt.